Eh bien, salut à tous, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour la première analyse d'actualité de l'année 2023, la première d'une très longue série, j'en suis sûr, puisqu'on va avoir une année sacrément chargée. J'en profite pour afficher l'Instagram à l'écran afin que vous puissiez m'ajouter et m'envoyer vos nouveaux sujets. Cette semaine, un baron de la communauté m'a envoyé une question très simple mais qui en réalité soulève de nombreuses problématiques. C'est la suivante. Le doc, qu'est-ce qu'un sigma? Alors peut-être que toi-même qui es en train de regarder cette vidéo, tu n'as strictement aucune idée de ce que c'est qu'un sigma. Et pourtant, c'est un terme qui a gagné en popularité au cours de ces 2 dernières années, à tel point que ça a fini par balayer d'un revers de main l'expression de mal alpha, qui était particulièrement connue, puisqu'elle datait des balbutiements d'Internet. Alors, il faut comprendre que ce sont 2 concepts bien différents, et dans cette vidéo, je vais les définir, du moins je vais essayer d'apporter une définition qui sera, je l'espère, la plus claire possible, mais également je vais essayer de comprendre pourquoi ce terme de sigma a gagné autant en popularité au cours de ces 2 dernières années, et pourquoi d'ailleurs c'est plutôt une bonne chose. Mais avant de commencer, il convient de poser un avertissement. Ces 2 archétypes de mal alpha et de sigma ne sont pas des réalités scientifiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition clair, gravé dans le marbre, parce que ce ne sont pas des concepts qui sont reconnus ni dans la sociologie, ni dans la psychologie. Donc il faut les prendre comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire 2 archétypes qui ont été théorisés par la culture Internet, mais qui ont en effet ensuite eu des effets parce qu'ils se sont irrigués dans l'inconscient collectif et que parfois on peut retrouver des liens entre ces 2 archétypes-là et certaines personnalités issues du MBTI. Donc il ne faut pas tomber dans le piège de croire que ce sont 2 concepts scientifiques et il faut les prendre comme ils sont, c'est-à-dire des concepts issus d'Internet, mais qui ont quand même une forme d'importance ou du moins de résonance. Maintenant que tout ça c'est dit, nous pouvons commencer. Alors dans un premier temps, il faut se focaliser sur l'expression de mal alpha. Elle fut utilisée pour la première fois en 1970 par le zoologiste David Mech dans son ouvrage Le loup, l'écologie et le comportement d'une espèce en voie de disparition. David Mech, il a pendant des années analysé le loup, mais surtout la meute, comment elle était organisée. Et il a fini par en tirer les conclusions que la meute était organisée sous une forme pyramidale. Il y avait une hiérarchie très précise. Alors pour David Mech, à la tête de la pyramide, à la tête de la meute, on retrouvait les alphas. Le mâle alpha, le mâle dominant, et la femelle alpha, qui formaient un couple. Ensuite, il y avait les bêtas. Ce sont les gardes du corps, ceux qui protègent les alphas. Ensuite, il y a les gammas, qui ont un rôle intermédiaire, et enfin les omégas, qui sont, on peut le dire, les célestins, les pleutres, les candoles, ceux qui se font victimiser, les boucs émissaires de la meute. Au final, avec le temps, David Mech a critiqué sa propre théorie en disant que le concept de mâle alpha n'avait pas de réalité scientifique propre et que l'organisation de la meute n'était pas sous cette forme pyramidale, mais que c'était plutôt une famille. D'ailleurs, David Mech a également dit qu'il regrette le fait que ce terme de mâle alpha ait quitté l'univers de la zoologie pour plutôt aller dans tout ce qui est de l'ordre des relations sociales et notamment des relations sentimentales ou de l'art de la séduction. Car en effet, ce terme de mâle alpha a touché à d'autres sphères que la simple zoologie. Pourquoi? Parce qu'à partir des années 90, début 2000, il y a eu le développement d'Internet et des premiers forums de discussion. Il y avait donc des forums sur des sujets multiples et variés, mais ceux qui avaient un succès énorme, c'était ceux consacrés à la séduction, aux relations hommes-femmes. Et aux États-Unis, on a eu l'émergence d'un mouvement, celui des pick-up artistes. Ce sont des individus qui partent du principe que la séduction, c'était quasiment un art. Et grâce aux pick-up artistes, on a des expressions que l'on connaît aujourd'hui parce qu'ils les ont théorisées, comme la friendzone ou le fait d'être needy. Et donc, les pick-up artistes se sont réappropriés ce terme de mâle alpha et l'ont ensuite popularisé. Mais la difficulté reste majeure. Quelle est concrètement la définition du mâle alpha? Eh bien, c'est difficile dans la mesure où chacun a sa propre image, que c'est pas du tout un bloc monolithique et surtout que chacun apporte son grain de sel ou sa nuance. Mais il est possible de faire plusieurs observations.
Le mâle alpha, c'est celui qui exerce sa domination sur un groupe déterminé. C'est un leader né, il est fait pour être le chef. En fait, si on devait juxtaposer cet archétype du mâle alpha à une personnalité du MBTI, ça serait le commandant, qui représente à peu près, il me semble, 1 voire 1,5% de la population mondiale. Le fait d'être mâle alpha, c'est quelque chose de rare parce que peu de gens savent vraiment diriger, savent vraiment avoir des capacités de leader né. Donc avec le temps, les pick-up artistes ont créé un imaginaire autour du mâle alpha. Alors en plus d'être un leader né, c'était également un séducteur, il enchaînait les succès avec les femmes, il enchaînait les conquêtes et les plans d'un soir. Très fréquemment, c'est un homme qui est considéré comme beau, séduisant ou du moins charismatique. Le mâle alpha, c'est également un homme qui assoit son autorité, c'est-à-dire que s'il se fait critiquer publiquement, il n'hésite pas à montrer les dents. C'est un individu qui est également dans cette recherche de succès et d'accumulation de biens matériels. Donc, il veut gagner de l'argent, il a des belles voitures, des beaux vêtements, des montres. Bref, c'est celui qui possède la calorie. Il est le gagnant dans absolument tous les jeux de la société, à la fois sur le plan professionnel, sur le plan des relations, etc., etc. Attention, je dis bien, il est le gagnant au regard de la vision des pick-up artistes, qui est une vision bien particulière, parce qu'on a tous des images très différentes de ce que représente la réussite. Mais le mâle alpha, c'était vraiment cette quintessence de l'homme beau, séduisant, qui enchaîne les conquêtes, qui gère professionnellement, qui a beaucoup d'argent et des biens matériels rares. Donc le mâle alpha a intéressé de nombreux hommes parce qu'il voulait ressembler à cet idéal-là. Il voulait être les gagnants, il voulait avoir des femmes, des belles voitures, des beaux vêtements, bref, il voulait accéder à ce totem inaccessible que représente le mâle alpha. Et c'est là tout le problème, c'est que à partir des années 2000 et 2010, il y a eu sur Internet la multiplication de contenus qui visaient à vendre cette idée aux hommes lambda qui pouvaient devenir des mâles alpha en suivant telle formation ou en achetant tel pack. Mais le problème, c'est qu'on ne devient pas mâle alpha en achetant des packs sur Internet. On est comme ça parce qu'on a des caractéristiques de base de leader, on est un commandant par exemple dans le MBTI, mais on ne va pas l'apprendre, on ne va pas devenir des mâles alpha par l'opération du Saint-Esprit. Donc il y a beaucoup d'hommes qui se sont lancés dans cette course pour devenir des mâles alpha, alors que c'était une course complètement stupide et contre-productive, parce qu'ils cherchaient quelque chose qui était inaccessible. Parce qu'en fait, tout ça reposait sur un paradoxe énorme, c'est qu'on vendait l'idée aux gens qu'ils allaient devenir des mâles alpha, qu'ils allaient être au sommet de la pyramide, sauf que si on vend cette idée à tout le monde, il n'y a plus de mâles alpha, puisque justement, ils sont la minorité et ils ne sont pas la majorité. Donc, on ne peut pas vendre à tout à chacun cette possibilité de devenir un mâle alpha ou de devenir un leader né. C'est pas possible. Alors là, on pourrait me dire, oui, mais le doc, ce sont des naïfs, c'est bien fait pour leur gueule. Mais attention, il faut prendre en considération l'époque. Il y a eu une crise de la masculinité, il y a eu le développement d'Internet, un outil qui était inconnu de l'humanité jusque-là, et surtout le développement des réseaux sociaux. Donc on ne peut pas en vouloir à des adolescents qui ont grandi avec Internet de vouloir se rapprocher de cet idéal du mâle alpha, surtout avec cette période de bouleversement qu'est l'adolescence où on se cherche un peu. Mais la chute du mâle alpha a commencé à partir du 16 mai 2010 lorsqu'un vidéaste du nom de Voxday a publié sur son blog un article qui s'intitulait « Les caractéristiques du Sigma ». En réalité, Voxday proposait, il mettait sur la table un nouveau archétype, qui était celui du Sigma, que personne ne connaissait jusque-là. Alors, forcément, ça a attiré l'attention parce que Voxday proposait quelque chose de complètement nouveau et qui était complètement en contradiction avec l'archétype du mâle alpha. Mais alors, qu'est-ce que c'est concrètement que le Sigma ? Eh bien, il s'agit, selon Voxday, d'un individu qui refuse de rentrer dans les règles du jeu habituel, qui est un outsider, mais qui arrive quand même à gagner. C'est comme si vous étiez en train de jouer au Monopoly avec votre famille, que vous êtes à fond dans le délire, vous voulez gagner, et qu'il y a un Sigma à votre table qui se désintéresse du jeu, mais malgré tout, il arrive quand même à gagner la partie. Et Voxday explique que le Sigma, c'est l'ennemi majeur du mâle alpha, parce que le mâle alpha est agacé par l'existence du Sigma, dans la mesure où c'est son rival et qu'il refuse de rentrer dans le jeu de la confrontation.
Et ça l'agace parce que ça veut dire que le sigma est insaisissable. Vu qu'il est hors du jeu, il est hors d'atteinte. Donc, en somme, quelles sont les différences concrètes entre le mâle alpha et le sigma? Par exemple, le mâle alpha, comme je l'ai dit tout à l'heure, est très attaché à l'idée de domination, à l'idée qu'il est considéré par les autres comme étant le chef légitime. Le sigma, il n'en a rien à foutre. Il part de l'idée qu'il n'a pas besoin des autres pour réussir, il se désintéresse complètement du regard des autres, il se focalise sur ses objectifs et seulement sur ça. Il s'en fout d'ailleurs de l'avis des autres ou de leur considération. Non, ça ne veut pas dire qu'il est égoïste, qu'il pense qu'à lui parce qu'il veut agir pour les gens proches de sa communauté, notamment sa famille, ses amis ou éventuellement sa copine, mais il ne recherche pas le regard du groupe. Ça, il n'en a que faire. Sur la séduction, les deux sont également très différents. Le mâle alpha enchaîne les conquêtes, les coups d'un soir, il voit ça comme des trophées. Le sigma, il n'en a rien à faire parce qu'il ne voit pas l'intérêt. Pourquoi faire des coups d'un soir parce qu'on ne crée pas de relation durable? Ça n'a pas trop de sens. Il préfère trouver une copine et se mettre avec et rester sur le long terme pour fonder par la suite une famille ou du moins créer quelque chose de concret. Et surtout, le sigma a compris que moins on s'intéresse à la séduction, plus on a des chances paradoxalement d'attirer parce que le sigma va se focaliser sur lui, il va travailler d'abord sur lui et ensuite il va pouvoir se mettre avec des gens qui sont à son niveau, c'est-à-dire qu'il ne recherche pas l'hégémonie ou du moins le nombre, lui il veut la qualité avant tout. Attention, ça ne veut pas dire que le sigma est un MGTOW parce que le MGTOW, comme je vous ai déjà dit sur cette chaîne, il crée toute son idéologie autour du fait qu'en fait il n'a pas besoin des femmes, ce qui montre une certaine forme de frustration, alors que le sigma, non, se désintéresse totalement et objectivement de tout cela. Au niveau de la gestion des conflits, ils sont également très différents. Le mâle alpha ne supporte pas que sa position de chef soit critiquée. C'est pour ça qu'il va taper du poing sur la table et montrer les dents quand quelqu'un va le critiquer publiquement. Le sigma, il s'en fout. Il part du principe que le gars qui va s'abaisser à le critiquer alors qu'il ne le connaît même pas, il ne va pas lui accorder de temps. Pour lui, il est inférieur, c'est un cancrelat. Est-ce que tu accordes du temps à un cancrelat? Non, tu t'en fous. Parce que tout ça, ça demande du temps et de l'énergie. Ce sont deux ressources extrêmement précieuses. Donc, il vaut mieux focaliser son temps et son énergie à nos propres objectifs et pas à critiquer un mec ou du moins répondre. Parce que dans tous les cas, ça veut dire que le gars t'aime pas, tu vas pas lui faire changer d'avis juste en te montrant agressif, donc ça sert à rien. Autant se focaliser sur soi. Attention, ce n'est pas une forme de faiblesse, c'est que objectivement, le sigma estime que c'est une perte de temps et qu'il est au-dessus de cela. Ensuite, il y a le rapport à la réussite. Le mâle alpha, lui, il veut gagner de l'argent, avoir des biens matériels qui sont considérés comme rares, parce que dans notre société, ce sont des exemples, des signes de réussite. Le sigma, il s'en fout, il vise d'autres formes de réussite. Par exemple, une réussite personnelle, la création d'une famille, quelque chose de durable. Il a aussi des objectifs qui peuvent être immatériels, par exemple un record, se dépasser d'un point de vue sportif, etc., etc. Le sigma, c'est un homme qui a du flegme, c'est un stoïcien et surtout, il rigole devant les choses qu'il trouve absurdes. Par exemple, un sigma, quand il va voir quelque chose qu'il adhère pas du tout, un mode de vie par exemple, il va juste rire, il va trouver ça ridicule. C'est-à-dire qu'il va pas s'énerver, il va pas tomber dans les passions excessives. Non, il va juste rigoler et sourire parce qu'il trouve ça médiocre. Et c'est sa manière de le montrer, de le dire, parce que ça le fait rire, mais objectivement là encore. Mais attention, le sigma, à ce moment-là, c'était un concept de niche qui restait assez méconnu du grand public. Mais la donne va changer à partir du 25 janvier 2021, lorsqu'une utilisatrice de Twitter, qui est tombée sur tous ces concepts de mâle alpha et de sigma, a décidé de partager ça dans un tweet pour se moquer du sigma, pour se moquer de ces théories qu'elle trouvait complètement absurdes. Par conséquent, le tweet est devenu viral et enfin, le terme de sigma était connu du grand public. C'était déjà le cas de l'expression de mâle alpha, mais cette fois-ci, c'était le sigma qui était sur le devant de la scène. Et très vite, en réaction à ce tweet, il y a eu des mèmes qui avaient pour objectif de se moquer du sigma, parce que au départ, les individus qui sont tombés sur ces concepts-là ont fait l'amalgame entre les deux. Ils partaient du principe que sigma et mâle alpha, c'était exactement la même chose. Et là, il s'est passé quelque chose de très intéressant. C'est que au départ, il y a eu des mèmes qui avaient pour objectif de se moquer des sigmas. Mais ceux qui se revendiquaient
comme appartenant à ce groupe-là, au sigma, ont décidé eux-mêmes de créer des mèmes qui avaient pour objectif de se moquer de cet univers propre au sigma, donc de faire de l'autodérision, parce que justement, l'un des meilleurs moyens de prouver que l'on est un sigma, c'est cette capacité à rire de nous-mêmes et à se moquer du regard des autres. Donc si on voulait montrer qu'on était un bon sigma, on devait nous-mêmes partager via des mèmes le fait que être un sigma, c'était quelque chose de parfois ridicule ou d'hyperbolique. De ce fait, un bon sigma, c'était celui qui avait cette capacité à se moquer de lui-même par le biais de certains mèmes qui mettait en avant l'autodérision. Et ça a cartonné. C'est pour ça qu'on a vu l'émergence de mèmes avec des personnages issus du littéralimie, des scènes de films bien précises ou de séries comme Breaking Bad ou American Psycho, avec des phrases du style « Si tu dors pas d'une semaine, tu vas enchaîner les succès ». C'était fait exprès, c'était grossir le trait pour justement montrer quel était l'état d'esprit des Sigma, même si c'était largement exagéré, pour justement jouer sur ce côté de l'autodérision. De ce fait, il y a eu plein de mèmes qui se sont développés, donc les règles du parfait Sigma. Il y a eu également ce fameux mème où on voit sur le côté gauche de l'écran un gars complètement hystérique, un Célestin qui s'énerve, et sur le côté droit, Gigachad, parce que tout ce délire du Sigma, ça s'est développé en même temps que Gigachad, et il y avait également les mèmes « Nous ne sommes pas pareils » avec le personnage de Gus Fring de la série Breaking Bad. Bien entendu, il y a eu l'émergence de vidéastes qui ont surfé sur la vague. J'avais parlé la dernière fois de l'ami Conan Doyle, que je vais d'ailleurs aller voir cet été directement en Irlande, et ça sera l'occasion de faire des vidéos ensemble, mais je vous en dis pas plus. Et il y a eu également le vidéaste Arjen, qui a popularisé ce qu'on appelle la Sigma Face. Qu'est-ce que c'est que la Sigma Face? En fait, c'est issu d'une scène du film American Psycho où c'est Patrick Bateman qui fait une mimique bien particulière. En fait, la mimique se découpe en deux temps. Le premier moment, c'est une forme d'étonnement et ensuite, c'est un sourire narquois. Et cette Sigma Face a gagné en popularité parce que on peut l'utiliser dans des cas différents, à la fois pour se moquer d'une situation que l'on trouve complètement absurde, on sourit face à ceux qui nous critiquent ou face à ceux qui ont des modes de vie complètement différents et qu'on juge complètement délirants. Et en parallèle, il y avait aussi des vidéos avec la Sigma Face où on réagissait à un comportement bien déterminé, généralement de notre Sigma, et le fait de faire cette tête, c'était un signe d'approbation. On valide ce qu'il fait. Lui, c'est un bon Sigma comme moi. De plus, il y a eu un pont entre les Sigma et le monde de la muscu, avec des mèmes qui regroupaient ces deux univers. Et ce sont des mèmes qui, généralement, mettent en avant la pratique du sport avant des considérations, par exemple, en lien avec la séduction ou ce genre de choses. Par exemple, Chris Bumstead, qui est devenu Monsieur Olympia classique, enfin qui a remporté la dernière édition de Monsieur Olympia, est devenu une des figures qui appartient à cet univers du Sigma. L'émergence du Sigma, c'était aussi une manière de répondre aux simps, c'est-à-dire ces individus, ces hommes qui recherchent à tout prix l'attention des femmes, qui suivent des comptes de mannequins et qui aiment des photos juste pour attirer leur attention, ou qui du moins les commentent pour dire « Oh, tu es belle ma chérie » ou ce genre de choses. Ça, le Sigma, il le rejette totalement. Alors là, il est possible que tu te dises « Mais le doc, pourquoi tu parles de tout ça ?» Parce que, après tout, ça n'a pas tellement d'intérêt. Et si, ça en a un majeur. C'est que ça a permis, cette émergence du Sigma, de mettre de côté quelque chose que, de mon point de vue, je trouvais complètement obsolète et contre-productif. C'est-à-dire cette recherche permanente de devenir des mâles alpha. Parce que cette recherche-là, elle était vaine, elle était impossible pour de nombreux hommes, et cette émergence du Sigma, ça a permis de remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire que l'intérêt du Sigma, c'est que c'est du pragmatisme, c'est du réalisme et une porte d'entrée éventuellement au stoïcisme, à des valeurs beaucoup plus saines, notamment le fait de ne pas vouloir enchaîner des rencontres d'un soir, le fait de ne vouloir que le bien des gens autour de nous, le fait de ne pas constamment être dans une logique de sentiments exacerbés ou du moins de clash perpétuel, etc., etc. C'est pour ça que je trouve que l'émergence du Sigma, c'est quelque chose de beaucoup plus positif pour les hommes, qui vont arrêter de vouloir être dans cette course perpétuelle au mâle alpha, parce que c'est une course qui les rend
profondément malheureux dans le fond. Parce qu'en réalité, tout le monde peut s'identifier à un sigma parce que ce sont des valeurs qui sont simples d'accès et qui sont assez pragmatiques. Pas besoin d'avoir une énorme Ferrari, pas besoin d'avoir des sommes astronomiques ou d'avoir enchaîné 10 mannequins. Non, tout le monde peut se revendiquer comme étant un sigma. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un débat pour savoir quelle est la personnalité du MBTI qui se rapproche le plus du sigma. Alors certains disent que c'est architecte, d'autres virtuose ou d'autres logisticiens, mais c'est difficile de le savoir parce que en réalité tout le monde peut se reconnaître dans le sigma, même si malgré tout le fait d'être sigma implique la notion de victoire ou la notion de succès. Alors on pourrait me dire oui mais le doc, le sigma c'est un truc de frustré dans lequel les hommes se plongent parce qu'ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas devenir des mâles alpha. C'est faux, mais c'est en partie vrai. C'est-à-dire qu'en effet, ils ont enfin compris que tout le monde ne pouvait pas devenir un mâle alpha, ou du moins ce qu'était la représentation du mâle alpha. Mais par contre, ça peut avoir des effets positifs. Même s'il ne faut pas tomber dans un piège qui est quand même assez important, c'est le fait d'être constamment dans cette recherche de ressembler à un archétype déterminé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'à terme, le sigma remplace complètement le mâle alpha et que certains partent de cette idée qu'il faut chaque jour ressembler à un sigma en se disant merde ça c'était pas sigma ce que j'ai fait, etc. Ça c'est complètement con de rentrer dans ce type de considération parce que théoriquement vous faites une négation de ce que c'est que d'être un sigma parce que sigma c'est un gars qui s'en fout complètement de tout et qui d'ailleurs ne veut pas appartenir à un groupe déterminé, donc c'est une négation, mais en plus c'est vous faire du mal, c'est pas vous rendre heureux que de chercher toujours à ressembler à quelque chose qui ne vous ressemble pas. L'intérêt du sigma, comme je vous l'ai dit, c'est que c'est quelque chose d'accessible, parce que c'est la porte d'entrée au stoïcisme, tout simplement. En réalité, Voxday n'a rien inventé, il a repris des concepts propres au stoïcisme pour les remettre justement au goût du jour. Donc il faut faire la part des choses, il faut voir le sigma comme ce que c'est de base, un concept créé sur internet qui en effet peut ressembler à des situations bien précises, bien déterminées, mais ça ne doit pas devenir un objectif de vie obsessionnel parce que c'est jamais bon. Après, il faut voir ça comme quelque chose de drôle et il faut en effet en tirer des leçons qui peuvent être intéressantes pour notre propre vie. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, rien n'est inaccessible dans le sigma. C'est un mec respectueux, qui rigole face aux trucs qu'il trouve complètement absurdes, qui se fixe des propres objectifs, qui travaille beaucoup sur lui-même pour y arriver, qui est capable de faire cette autocritique, mais aussi qui est capable de beaucoup d'autodérision, etc., etc. En fait, juste un mec sain, quoi. D'ailleurs, je crois que la droite française a tout intérêt à s'inspirer de ce délire qu'est le sigma. Pourquoi? Parce que ce que je reproche parfois à la droite française, c'est de tomber dans une certaine forme d'hystérie par rapport à des concepts créés par la grande déraison. C'est-à-dire qu'il y a toujours une levée de bouclier, toujours une réaction, et que parfois ça tombe dans des sentiments excessifs. C'est-à-dire que la droite a tendance à reprocher à la grande déraison ce qu'elle finit par faire elle-même. C'est-à-dire de l'hystérie, c'est-à-dire des levées de bouclier, voire même elle succombe parfois à la cancel culture. Parce que je crois que l'un des meilleurs moyens pour lutter contre la grande déraison, c'est de se moquer d'eux, c'est de les tourner en dérision, même si un travail intellectuel doit être mené en parallèle pour montrer à quel point c'est n'importe quoi et contre-productif, il faut qu'en parallèle, les militants adoptent cette posture de « on se fout ouvertement de votre gueule ». Comme le fait n'importe quel sigma. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, commenter, à partager, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le doc, ciao les barons.